dit, j'ai du mal à vous regarder dans le blanc des yeux parce que ce qu'on m'avait promis, c'est de ne pas être tenu. Je n'y peux rien. Qui lui avait promis? Mais au plus haut niveau de l'État. Le président de la République. Mais entre autres, Junior, il a parlé à tout le monde dans cette histoire-là. On lui avait promis quoi? Jamais qu'on ne toucherait à l'école. Jamais qu'on ne toucherait à l'école. Et voyez-vous, il y a moins de 2 mois de cela, la dernière visite que l'administration de l'école lui a rendue, il était assez diminué par la maladie, mais il a tenu à recevoir la délégation pour dire simplement, peut-être que je n'arriverai pas à vous sauver, mais j'ose espérer qu'ils ne vont pas toucher à un cheveu de vous. Et il disait à nos amis turcs, je vous ouvre ma maison à vous, à vos épouses et à vos enfants. Ils peuvent vous prendre votre école, mais le jour où ils voudront vous expulser de ce pays-là, venez vous réfugier ici à Tivaouane. J'ose espérer qu'ils ne franchiront pas le Rubicon jusqu'à venir vous chercher dans ma propre demeure. Voyez-vous cet engagement qu'il a eu, Abdelaziz Sy Al Amine. C'est pour ça que sa disparition a été pleurée par nos amis turcs et ça a été vraiment quelque chose qui a été vécu avec beaucoup de douleur et nous ne pouvons que prier pour lui, nous ne pouvons que lui rendre hommage et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accueillir en son paradis céleste et de nous gratifier de toutes ses bonnes actions et de toute son œuvre immense. Amin. On était parti sur Yavuz Selim, nous allons rester quand même sur le thème de sa disparition. Serigne Abdelaziz Sy Al Amine, Khalife général des Tijanes. Il reste le défi de l'unité de la famille Tijane, plus particulièrement de la famille de Tivaouane. Il l'avait réussi, son prédécesseur également l'avait réussi, Al Maktoum. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore son successeur. Ça devrait intervenir ce dimanche. Le défi de l'unité, n'est-ce pas? On serait très triste que la succession d'Al-Amin puisse poser un problème quelconque. C'est vrai, la succession des grands hommes a toujours été problématique dans toutes les sociétés. Tous les peuples se sont déchirés pratiquement quand il y a un homme exceptionnel qui les a conduits après la disparition de cet homme. Mais je pense que les gens vont savoir raison garder. Les règles qui ont présidé à la succession dans les familles religieuses dans ce pays, on les connaît. C'est le droit d'aînesse. Ça n'a jamais varié. Et je pense que cette question ne devrait pas se poser pour la succession à Tivaouane, parce que ce pas des gens qui viennent du bled comme moi. Hein. Ils ne sont pas des gens nés verts. On connaît l'état civil précis de chacun d'entre eux. Donc on sait qui est aîné et qui ne l'est pas. Je pense que ne serait-ce que cette règle élémentaire-là sera appliquée et que tout le monde se mettra derrière la personne la plus âgée, comme ça a toujours été le cas. La succession au Khalifa n'a jamais été un concours d'érudition. Ça n'a jamais été un tirage au sort. Ça a été fixé selon des règles précises, aussi bien à Tivaouane que dans les autres familles religieuses de ce pays-là. Je pense qu'on ne va pas vraiment déroger à cette tradition-là qui a permis de garder la stabilité, la cohésion et la concorde au sein de cette communauté. Franchement, s'il y a une division comme on le craindrait dans cette situation-là, ce serait triste pour le Sénégal, ce serait triste pour la communauté tidjane et ce serait encore une façon de rater l'hommage qu'on devrait rendre aux initiateurs de cette communauté religieuse qui est la plus forte dans ce pays-là, mais aussi à l'image qu'a laissé Abdelaziz Sy Junior, qui a été quelqu'un, un unificateur, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Si maintenant cet unificateur-là laisse la division derrière lui, je pense que ce serait vraiment malheureux. On ose espérer que ce ne sera pas le cas. Ce sera entre Serigne Mbaye Sy Mansour et Serigne Sidi Ahmed Sy. On va suivre. Madiambal, on revient à Yavuz Selim. C'est l'ouverture des classes depuis début septembre. Aujourd'hui, comment se présente la situation à Yavuz Selim? Vous êtes bloqué ou les cours se déroulent normalement? Bon, en fait, depuis le 11 septembre, les élèves qui sont en classe d'examen ont repris les classes et travaillent. Les enseignants aussi avaient repris les travaux quelques jours avant parce que nous avons pour tradition d'organiser la rentrée des enseignants, la rentrée pédagogique avant celle des élèves pour leur permettre de se préparer et d'organiser un peu leur plan de conduite de l'année scolaire. Demain, le 25 septembre, il y aura la grande rentrée générale parce que les classes qui ne sont pas des classes d'examen vont aussi commencer leur cours ce lundi 25. Ce qui veut dire que les inscriptions se sont déroulées normalement. Absolument. Au moment où nous parlons. Mieux, je vais vous dire que les inscriptions se sont déroulées normalement au point qu'aujourd'hui, on a atteint un pic au niveau des inscriptions. Et ça nous a étonnés parce que cette situation de crise qui a affolé certains parents, il ne faut pas occulter que certains parents ont pris au retiré de leurs enfants. D'autres sont venus s'inscrire. Et nous avons... Où sont vos enfants?
Non, mes enfants sont à l'école. À Yavuz Selim? Ah, bien sûr, mes enfants sont à Yavuz Selim. Moi, je crois que s'il y a quelqu'un qui doit quitter, je serai le dernier à devoir quitter le navire. Ça ne me ressemble pas. Mes enfants sont à Yavuz Selim et ils resteront. Et je serai là pour veiller à ce que la quiétude des enfants, leur tranquillité et la poursuite du modèle scolaire soient garanties. On n'attend pas moins de vous. Non, mais à coup sûr, je crois que la question ne devrait même pas se poser. Et des ministres ont aussi leurs enfants là-bas. Non, ils y sont toujours. Ils sont nombreux à avoir leurs enfants là-bas, mais si certains suivront l'exemple donné par le ministre de l'Éducation nationale, qui a été le premier à enlever son enfant, je pense qu'ils risquent de partir. Mais pour ce que je sais, ils ont encore fait les réinscriptions. Il y en a qui sont encore à l'école. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. Un ministre de l'Éducation nationale qui se met devant les télévisions pour dire aux parents, enlevez vos enfants de cette école à une semaine de la rentrée des classes, sans leur proposer une solution alternative, et qui joint le geste à la parole en prenant son seul enfant, son unique enfant qui était à l'école. Est-ce vrai qu'il a eu à bénéficier de passe-droit, le ministre de l'Éducation? Non, ce n'est pas des passe-droits. Franchement, je vais vous dire, oui. Je suis un peu embarrassé d'en parler parce que c'est une question que vous évoquez, oui. Mais le ministre de l'Éducation nationale avait sa fille à l'école. Nous lui avons fourni les tarifs d'inscription et de scolarité, comme oui. On le fait pour tout le monde. Oui. On lui a donné les documents en lui disant, mais écoutez, monsieur le ministre, nous vous faisons la faveur de voir combien vous allez payer. Donc, on lui a laissé la latitude. Bon, il a considéré qu'il n'avait pas à payer, il n'a jamais payé. Moi, j'ai mes enfants, je suis actionnaire là-bas, j'ai mes enfants, je paye rubis sur ongle, aussi bien les droits d'inscription que la scolarité, selon le tarif commun. Comment vous trouvez cela? Non, mais écoutez, chacun a son éthique. Chacun a sa façon de voir les choses. Je ne le juge pas par rapport à cette question-là, parce que autrement, si ça me gênait, j'aurais posé le problème au niveau de l'administration pour demander, par exemple, que sa fille soit exclue, comme le seraient des enfants d'autres parents défaillants. Vous l'auriez fait. Non, mais, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Non, mais justement, c'est ça justement notre défaillance ou notre carence, si tant est que ça nous a gênés. Moi, j'ai posé un problème pendant cette crise-là. J'ai dit, écoutez, il y a des passe-droits qui ont été... Parce qu'il y a des... C'est pas peut-être la seule personnalité qui a eu à bénéficier de passe-droits comme ça. Je l'ai dénoncé parce que je n'accepte pas cela. Je trouve que je n'ai pas à subventionner ou à supporter les frais de scolarité de personnes plus riches que moi. Par contre, il y a une politique que nous avons mise en place au niveau du groupe scolaire Yavuz Selim, c'est-à-dire une politique de bourse qu'on donne à des enfants issus de milieux socialement défavorisés pour leur permettre de bénéficier de cette éducation d'excellence. On a plus de 363 boursiers à Yavuz Selim l'année scolaire passée. Donc ça, c'est une politique sociale que nous avons mise en place et que nous assumons. Mais cela veut dire que nous pratiquons cette politique-là pour les enfants issus de milieux socialement défavorisés, que nous avons détecté, que nous avons identifié à partir de Dakar, à partir des régions les plus élevées du Sénégal, parce que nous avons eu des missions de prospection et de recrutement de ces enfants-là, en prenant en compte la situation sociale de ces enfants. C'est ce qui nous a permis, par exemple, d'avoir, par exemple, donné un exemple, simplement, assez réussi de cela. Un handicapé qui avait été recruté à Mbacké, qui marchait à quatre pattes, qui se déplaçait à quatre pattes, qu'on avait recruté, on lui a donné le matériel orthopédique nécessaire, on l'a mis à l'école, le formé jusqu'à ce qu'il était, l'année dernière, le meilleur élève du Sénégal et a bénéficié d'une bourse de l'État du Sénégal pour aller étudier en France. Oui. Et cette politique-là a tellement réussi et a créé un sentiment d'attachement de ces enfants-là à l'école, au point que cet enfant, quand la crise s'est présentée, il a pris sur lui de venir de Paris pour dire, écoutez, je viens vous apporter ma solidarité. Et il disait, tonton, je ne vais pas rentrer. Je vais rester me battre avec vous parce que si je suis devenu quelque chose, si je ne suis pas resté dans la rue pour manger, c'est grâce à cette école-là, je vais la défendre. On lui a dit, le meilleur soutien et la meilleure réponse que vous pouvez donner à la situation, c'est d'aller continuer votre formation en France et d'avoir vos diplômes et de venir vous insérer socialement et de remplir votre mission et le rôle attendu par la nation de tous ses fils. Et c'est ce qui l'a convaincu à partir finalement. C'est vous dire. Et il est parti. Alors, Madiambal, vous dites que les cours ont démarré pour certains élèves. Pour le gros lot, ce sera ce lundi 25 septembre. Vous avez annoncé également il y a quelques jours la cession de 64% du capital de votre société Yavuz Selim à des privés français. Le ministère de l'Éducation nationale, justement, précise ne pas connaître Yavuz Selim dans ses registres. Selon lui, Yavuz Selim est juste une appellation donnée à des écoles relevant de l'association internationale turque Baskent Eğitim, dont la création au Sénégal comme association étrangère a été autorisée par l'arrêté numéro
2686 du 16 avril 1998. En d'autres termes, vous n'êtes pas considéré comme le déclarant responsable des écoles Yavuz Selim. Quel argument avez-vous à opposer au ministre de l'Éducation nationale? Je vais vous dire que le ministre a tort et a raison. Ce qui s'est passé, c'est que depuis 1997, il y a une association qui s'appelle Bashkent Eitim, effectivement, qui s'était installée au Sénégal, une association de droit sénégalais qui avait voulu investir dans le domaine de l'éducation, avait constitué un dossier de reconnaissance au niveau du ministère de l'Éducation de l'époque et a bénéficié d'une autorisation d'enseigner. Cette association s'est installée au Sénégal et a développé son modèle éducatif qui a produit les résultats que nous connaissons aujourd'hui et qui a parfaitement réussi. C'était un modèle qui a été un modèle précurseur au Sénégal. La première école en Afrique a été fondée au Sénégal, ici, par cette association-là. Entre-temps, des écoles ont été formées dans une dizaine d'autres pays ou une vingtaine d'autres pays africains, sur la base du modèle sénégalais. Maintenant, dans l'évolution, avec la création des nouvelles écoles, les gens avaient créé des sociétés anonymes pour faire une formule commerciale, permettre à ce que ces écoles-là puissent se développer en développant une activité commerciale. Je crois qu'on peut le comprendre. Ici au Sénégal, donc, je vous ai dit que c'était l'association qui a bénéficié de cela. Depuis 3 ans de cela, nous avons voulu faire comme ça était le cas aux États-Unis, en France, en Belgique. Aux États-Unis, nous avons ces gens-là, ils ont 139 écoles. Ils en ont 160 en Allemagne, autant en Belgique, en Espagne, en France, etc. et dans d'autres pays africains, comme ici au Togo ou au Mali ou ailleurs. On a dit qu'il faut mettre une société commerciale. Là, on a créé la société commerciale qui s'appelle Yavuz Selim SA, dont je suis le président du conseil d'administration et je suis actionnaire à hauteur de 26%. Il y a d'autres citoyens sénégalais qui sont actionnaires. Les restes des actions étaient détenues par des citoyens d'origine turque. Cette société Yavuz Selim SA a bénéficié d'une convention passée avec Bashkent Eitim pour l'exploitation des écoles. Et cette société Yavuz Selim SA a acheté le patrimoine immobilier et matériel et foncier de Bashkent Eitim. Ça a fait l'objet de transactions dûment réalisées par les institutions compétentes à cet effet. Cela a coûté combien? Non, c'est une transaction commerciale. Peut-être je ne suis pas appelé à le dévoiler ici, mais plusieurs milliards. Mais le fisc le sait, parce que le fisc le sait et l'État du Sénégal le sait. Plusieurs milliards. L'État du Sénégal le sait, parce que moi-même, pour vous dire... Madame Bal, vous êtes journaliste, c'est un journaliste qui vous pose des questions. Justement, je sais. Non, mais je sais, mais cela a coûté combien? Non, mais une transaction commerciale, on la dit pas autour d'une antenne. Vous n'avez jamais entendu une transaction commerciale se dire en tel sens que l'autorisation des différentes... Une échelle de valeur, plusieurs milliards. Non, vous n'arriverez pas à ce que je vous dise une chose, un montant quelconque. Ça, c'est clair. Mais ce que je veux vous dire, c'est justement la façon dont les choses ont été faites. Quand nous avons créé la société dont je vous parle, cette société gérait les écoles depuis 4 ans, 5 ans. Serigne Mbaye Thiam travaille avec cette société-là en organisant des examens, en recevant nos candidats, en les décorant au concours général et en leur délivrant des diplômes de l'État du Sénégal. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'entre-temps, il y a une situation politique qui a poussé l'État du Sénégal à revoir sa posture. Un gouvernement étranger, le gouvernement de Turquie, a demandé à ce que les écoles soient fermées. Parce qu'il y a une situation politique en Turquie qui les oppose à peut-être des gens qui sont membres ou bien qui sont proches à certaines figures politiques opposées au gouvernement en place en Turquie. Ils ont demandé à ce que l'école soit fermée. Comme Fethullah Gülen. Oui, comme Fethullah Gülen. Accusé de terrorisme. Non, mais ça, c'est autre chose. Ça me regarde pas. Par le régime turc. Non, mais justement, pas le régime turc, mais je crois que ça, c'est un autre débat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est parler de nos écoles. Moi, quand la situation s'est posée, j'ai vu tout le monde dans ce pays-là. Je leur ai dit, écoutez, il y a une rumeur depuis 2013. Le premier ministre de l'époque, en Turquie, Daoud Togoul, avait dit qu'il faut fermer les écoles qui sont apparentées ou proches du mouvement gouleniste. Je leur ai dit, au Sénégal, nous avons ces écoles-là. Faites attention, cette demande-là risque de vous être opposée. Ils m'ont toujours dit, il n'est pas question qu'on fasse cela. Je parle dans une antenne de radio. Il n'y a pas une autorité gouvernementale liée à ces questions que je n'ai pas informée. Subisquement, la machine s'est emballée. Le gouvernement a reçu des délégations de Turquie qui venaient ici régulièrement pour poser la question de la fermeture des écoles. Le gouvernement du Sénégal a maintenu sa décision en disant on ne ferme pas les écoles. On ne ferme pas les écoles. Jusqu'au mois de mai 2016, on est dans une situation où le gouvernement a refusé la fermeture des écoles. Le gouvernement de Turquie a créé une fondation qui s'appelle Marif pour dire maintenant on ne demande plus à fermer les écoles. On demande à ce que vous transférez la gérance de ces écoles-là à la fondation Marif. Donc une fondation créée en mai 2016. On est revenu vers le gouvernement du Sénégal en disant c'est un tour de passe-passe pour obtenir la fermeture des écoles. Faites attention à ce que vous faites. Nous nous sommes bagarrés avec le gouvernement sur ça. On était dans une logique que le gouvernement ne donnerait jamais une suite à cela. Jusqu'au mois de décembre,
Le 7 décembre, contre toute attente, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, à l'époque, qui s'appelle Abdoulaye Daouda Diallo, a pris un arrêté. Pour dire quoi dans cet arrêté? L'association Basket et Team qui travaillait au Sénégal est dissoute du fait de la naissance d'une association qui s'appelle Marif. On a dit, mais qu'est-ce que ça a à voir? S'il y a une nouvelle association qui vient ici, on n'a rien à voir, ils n'ont qu'à continuer à travailler. Ça, c'était le 7 décembre. Le 8 décembre, le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, nous reçoit pour nous le dire. L'administration de l'école est allée, on a entendu le ministre qui nous dit que oui, je suis obligé d'appliquer une décision du ministre de l'Intérieur. On lui a dit, mais qu'à cela ne tienne. De toute façon, cette décision du ministre de l'Intérieur, nous l'avons attaquée en justice. Et nous avons immédiatement saisi la Cour suprême de cette décision-là. Donc cette décision du ministre de l'Intérieur-là ne saurait être appliquée jusqu'à la date d'aujourd'hui tant que la Cour suprême n'a pas vidé le contentieux qui nous oppose. Donc la question, elle reste entière. Ouais. En plus de cela, on fait remarquer au ministre de l'Éducation nationale, parce que nous aussi nous sommes informés, on lui dit, mais Marif à qui vous donnez des droits là n'est pas encore né au Sénégal. Marif n'a même pas encore fait une demande de reconnaissance à votre niveau. Il était un peu confus. Effectivement, c'est le lendemain, le 9 décembre, que Marif a formulé une demande de reconnaissance. Pour vous dire qu'on lui a donné des droits même avant qu'il ne naisse. Oui. Si vous permettez, Mme Balziane est l'invité du grand jury de la RFM, mais j'ajouterai, le ministère informe que l'arrêté numéro 002686 du 16 avril 1998 précité a été abrogé par celui numéro 18353 du 7 décembre 2016 qui entraîne, et j'ouvre les guillemets, la cessation immédiate des activités de l'association Basket Égitime sur toute l'étendue du territoire national. Basket Égitime n'est donc plus autorisé à mener des activités d'enseignement au Sénégal. Et il ajoute qu'une société dénommée Yavuz Selim ne peut en conséquence gérer ou administrer aucun établissement scolaire privé. Voilà ce qu'on vous oppose. Non, mais je vais vous dire. Oui. Il y a un communiqué du ministre qui fait un commentaire sur un arrêté. C'est ça. L'arrêté ne disait pas tout ce que le ministre vient de dire là. C'est ça. L'arrêté s'était simplement limité à ce que je venais de vous dire. Oui. Donc cet arrêté-là est attaqué devant la justice qui n'a pas encore statué. Maintenant, pourquoi le ministre a tout faux? C'est que le ministre, malgré cet arrêté, sait qu'il n'est pas dans la légalité. Parce que nous-mêmes, Yavuz Selim SA, on avait fait une demande comme déclarant responsable de l'école. Et la loi sénégalaise, si tant est qu'on reste sur le domaine de la loi vous dit dès que vous formulez une demande, vous pouvez exercer jusqu'à ce qu'il y ait une décision contraire de l'administration. Nous avons fait enregistrer notre demande au niveau de l'administration. On n'a jamais encore reçu une faille de non-recevoir. Il faut donc, juste une déclaration. Non, mais justement, c'est la loi sénégalaise. Nous tenons à la loi. Donc, c'est vous dire simplement que le ministre a tout faux. Et il a tout faux au point qu'il vient de prendre, dites-vous bien, Mamoudou, le 11 septembre, il vient de prendre un nouvel arrêté qui dit « Je retire l'autorisation d'enseigner ». Donc, si tant est que l'arrêté du 7 décembre là était valable, pourquoi estime-t-il devoir prendre un arrêté du 11 septembre? Et cet arrêté du 11 septembre, on va le déférer devant la Cour suprême. Donc, nous, le gouvernement prend des décisions. Mais il n'y a pas que les décisions du gouvernement qui doivent être appliquées aveuglément. Il y a d'autres institutions de l'État qui ont compétence pour juger de cela et qui se prononceront. Mais je vais vous dire encore une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une situation abracadabrante, oui. Franchement, ouais. Ils ont décidé, comme s'ils ont des situations, comme s'ils ont un pistolet sur la tempe. Le 22 septembre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont envoyé une assignation pour nous dire qu'il faut aller en audience au tribunal le 4 septembre. Pourquoi le 4 septembre précisément? Parce que c'était la veille de la commission mixte sénégalo-turque. Avant cette commission, il fallait donner des gages à la Turquie. Et qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de nous assigner là où nous sommes, à notre siège, ou même si subitement ils ne connaissaient plus notre siège, ils devaient savoir où me trouver moi. C'est pas compliqué de me trouver dans ce pays-là. Mais ils nous ont assigné à mairie pour qu'on ne reçoive pas l'assignation. Et là où c'est intéressant, il faut enrôler l'affaire et ils mettent l'affaire en délibéré pour rendre un verdict. C'était prévu un verdict le 18 décembre. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont demandé à ce que le tribunal régional de Dakar prenne une décision pour dire que nous confions la gérance des écoles à Marif. Nous, on a été informés par la bande. On a demandé à nos avocats de demander le rabat du délibéré. On vient au tribunal, on demande le rabat du délibéré. On dit, mais écoutez, vous ne pouvez pas nous juger sans entendre nos arguments. Ces gens-là ont fait des entreloupes pour nous citer à mairie. Heureusement qu'avant le rendu du verdict, nous avons été informés. Nos avocats ont plaidé la demande de rabat du délibéré. Figurez-vous, cette demande a été faite par l'agence judiciaire de l'État du Sénégal. L'agence judiciaire de l'État du Sénégal qui demande qu'on prenne des écoles privées appartenant à des privés pour donner ça à un autre privé étranger. Nos avocats ont plaidé ça, l'agence judiciaire de l'État s'est opposée à cela. Malgré l'opposition de l'agence judiciaire de l'État, le juge a dit non, je rabats le délibéré, il faut que j'entende leurs arguments. Qu'est-ce qui s'est passé après? Dans la cour du tribunal, Mamoudou, figurez-vous, le représentant de Marif, qui n'est même pas parti à ce procès-là,
à engueuler le représentant de l'agence de l'État et les avocats de l'État du Sénégal pour leur dire mais vous avez promis qu'il y aurait une décision aujourd'hui et je n'ai pas de décision. Et les gens le calmaient. C'était tellement scandaleux que tout le monde était éberlué. Et malgré cela, dans d'autres régions du Sénégal, comme à Saint-Louis où nous avons des écoles, donc un gouverneur s'est permis, dès le 18 à 8 heures, d'envoyer des policiers pour dire qu'il faut sortir. On leur a dit, écoutez, ne mettez plus les pieds ici. Vous n'avez aucun droit de le faire. C'est simplement vous dire le travail qui est en train d'être fait, qui peut être malsain, mais dénote, disons, d'un sentiment où, voilà, un État qui est en train de fouler aux pieds les principes les plus élémentaires. Oui, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une situation confuse, surtout que la fondation Marif, censée reprendre les écoles Yavuz Selim, a annoncé également des inscriptions et une rentrée des classes qui est prévue incessamment. Nous sommes dans une situation confuse. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Marif peut avoir des inscriptions et faire sa rentrée. Oui. Mais ce sera ailleurs que dans nos écoles. Comment ça ailleurs? Non, mais ils ont la possibilité, ils ont une autorisation pour faire de l'enseignement. Oui. Ils peuvent aller louer une maison, faire des enseignements. Ça nous gêne. Mais Marif considère que les écoles que Yavuz Selim SA a reprises lui appartiennent. Mais c'est ce qu'on va voir. Mais Mamoudou, vous pouvez voir, vous pouvez vous imaginer que cette société-là, par exemple, Futur Média, qui appartient à des privés, peut un beau jour être confisquée par l'État du Sénégal pour donner ça à un privé qui vient de Turquie ou de Genève ou même d'un autre privé du Sénégal. Ça, personne ne peut comprendre cela. Vous pouvez croire que vous avez votre maison où vous avez construit vos bâtiments, un titre de propriété qui vous appartient nommément. En tant que privé, vous avez payé tous les droits et taxes afférents à cela. Qu'un État puisse se lever un beau jour pour dire, écoutez, je vous enlève cette maison-là, je la donne à un autre. Non, ça n'est pas possible. Ils sont en train de faire une propagande qui ne tient pas. Et je vais vous dire pourquoi Marif a tout faux et dans un... Aujourd'hui, ils ont convoqué une réunion pour des parents d'élèves en disant qu'il faut les informer sur la prochaine rentrée. Ils ont convoqué... ils ont un appartement de 2 pièces sur la VDN. Ils ont reçu là-bas quelques personnes. Au total, c'était 5 personnes qui étaient là-bas. 5 personnes, dont 2 personnes que nous avons envoyées nous-mêmes. Parce qu'il fallait que nous sachions ce qui se faisait dire là-bas. Il y avait 5 personnes, dont... Vous faites de l'espionnage. Non, mais bien sûr, c'est de bonne guerre. Il y avait 5 personnes qui étaient présentes à la réunion, dont la dame qui a organisé la réunion au nom de Marif, qui était parent d'élèves chez nous et qui était dans l'association des parents d'élèves, que nous avons chassé dès qu'on a compris son jeu trouble, qui est venu avec sa maman. Les 2 autres personnes que nous avons envoyées là-bas, et une 3e personne, un parent d'élève qui est allé là-bas et qui leur a posé des questions tellement embarrassantes que les gens ont finalement arrêté la réunion parce qu'ils s'étaient énervés. C'est vous dire simplement que pour une école qui a plus de 2000 élèves, vous convoquez des parents, vous n'en recevez que 5, dont 2 envoyés par ceux qui sont en combat avec vous. Êtes-vous en train de dire que Marif et le gouvernement du Sénégal, le gouvernement turc, tous ont perdu la bataille? Je ne peux pas le dire parce que c'est la justice en dernier ressort qui va trancher. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, j'observe une situation où un gouvernement a posé des actes que nous avons attaqués en justice. Nous avons la décence, nous, d'attendre que la justice se prononce. Maintenant, si l'autre partie est tellement forte et tellement assurée qu'elle va avoir une décision de justice qui lui sera favorable, comme l'a dit les gens de Marif, parce que je vous dis, vendredi passé, ils ont eu une réunion à Saint-Louis, au bureau du gouverneur. Ils ont convoqué le président Mamadou Diallo, le président de l'association des parents d'élèves de Saint-Louis, pour lui dire, oui, vous êtes en train de vous fatiguer, mais le 2 octobre, on va avoir une décision de justice qui nous donne les écoles, donc vous n'avez qu'à travailler avec nous. Si maintenant, par exemple, figurez-vous, qu'une association étrangère vienne dire même l'agenda de délibérer de la justice, alors que la justice n'a même pas encore enrôlé l'affaire ou l'envers. Fait. Ils achètent des parts dans Yavuz Selim SA. Ils discontinuent à travailler dans ces écoles-là. Et avant de le faire, ils ont été voir l'ambassade de France pour les informer de la transaction. Moi-même qui vous parle, Mamoudou, pour vous dire jusqu'où nous sommes transparents. Avant même que la transaction ne soit faite, j'ai rencontré les plus hautes autorités de l'État du Sénégal pour leur dire que les Turcs-là, qui sont pourchassés et persécutés, ils sont en train de vendre leur part à des Français. Faites attention à ce que vous faites. Mais justement, l'État français est bien conscient de cela et je pense... Il vous soutient. Mais
ils sont obligés de soutenir leurs nationaux. L'État du Sénégal peut dire que moi, j'ai des citoyens sénégalais qui sont dans un capital. Je peux leur prendre leurs biens et donner ça à des étrangers. Mais tous les États ne réagissent pas de la même sorte. La protection diplomate de l'État de l'État français sera accordée à des citoyens français. Et moi, je suis en discussion avec l'ambassade de France. Oui. Je vous dis que je les ai rencontrés et j'ai discuté avec eux. Je les ai tenus informés de la situation et ils seront tenus informés de la situation. Et la France prendra ses responsabilités par rapport à cette question-là. Parce que d'abord, il faut dire une chose. Quel signal le Sénégal donne-t-il aux investisseurs? Quel signal le Sénégal donne-t-il au monde pour que quelqu'un qui s'est installé dans un pays pendant 20 ans, à qui on n'a rien à reprocher, on peut un beau jour se réveiller parce que son gouvernement étranger, un gouvernement étranger l'a demandé qu'on lui confie ses biens pour donner ça à son gouvernement. Un autre ambassadeur de l'Union européenne m'a rencontré il y a 2 mois de cela. Il me dit, faites attention, M. Diaye, et puisque vous avez l'oreille de certaines autorités, parlez-leur pour leur dire le signal qu'ils sont en train de donner. Oui. Vous êtes en train d'inquiéter les investisseurs. Personne ne croira à la sécurité juridique des affaires dans votre pays si tant est que de façon aussi légère et illégale, vous confisquez des patrimoines de gens, de privés pour les donner à d'autres. Voilà un peu la situation. Votre proximité avec le chef de l'État, plus particulièrement, a été évoquée par quelques internautes qui vous disent, mais pourquoi l'État du Sénégal accepte qu'ils, en faisant allusion aux Turcs et à la fondation Marif, qu'ils viennent régler leur compte chez nous en prenant nos enfants en otage? Ils ont raison. Madiambal Diagne, très proche du régime du président Macky Sall, on le voit tirer de tous bords, c'est le commentaire de l'auditeur. Oui. Il vous dit, quelle solution vous préconisez pour cette affaire Yavuz Selim? Non, moi je tire de tous bords et je continue à tirer de tous bords, quelles que soient les relations que je puisse avoir avec Macky Sall. Quand Macky Sall est justement attaqué, en tant qu'ami, en tant que personne avec qui il m'ouvre sa porte, je le défends et je lui parle. Si aussi d'autres amis ou moi-même je suis menacé dans mes intérêts, je les défends. Et cette question-là, je l'ai évoquée avec lui et malgré cette proximité-là, je suis à votre antenne. Certainement qu'il m'entendra ou ses services vont m'entendre. Je l'ai fait avant, aujourd'hui, dans d'autres circonstances. Donc, ma position sur cette question-là, elle est connue de tout le monde. C'est une position de principe et de justice. Je n'accepte pas qu'on me spolie. Je n'accepte pas qu'on spolie injustement des gens. Donc, voilà la position. Rien n'y changera. Donc, quelle solution? Nous, on n'a aucune solution que la solution du droit. Nous disons qu'on ne peut pas violer allègrement nos droits comme ça et on ne peut pas nous spolier de notre patrimoine. Et nous allons nous plaindre là où tout citoyen doit se plaindre. Nous n'avons pas la force de l'État, mais nous osons espérer que nous avons la force du droit et que cette force du droit-là va s'appliquer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas parler de Yavuz Selim sans parler de Fethullah Gülen, qui est un guide religieux, qui prône même le dialogue interculturel, mais qui est accusé par le régime d'Ankara. Le président Erdogan l'a accusé de terrorisme, a demandé même à maintes reprises son extradition des États-Unis, ce qui n'est pas encore le cas. Est-ce que les Turcs qui sont aujourd'hui présents sur le territoire sénégalais et qui sont favorables, qui sont des disciples ou en tout cas favorables au mouvement de Fethullah Gülen, ne posent pas problème au régime politique sénégalais? Non, mais je ne le pense pas. De toute façon, moi j'ai eu à me rendre devant les autorités de l'État du Sénégal. Je leur dis que je suis dans cette école-là depuis de nombreuses années. Je suis dans la gestion. Je vous mets au défi de me sortir une transaction, parce que vous avez l'appareil de l'État. Vous savez comment les transactions se font au niveau de la Banque centrale ou dans les institutions financières. Si vous me sortez une transaction d'un franc CFA qui sort de nos écoles pour aller à l'étranger, je vous rends ma démission. Si vous me sortez aussi une transaction de l'étranger dans nos écoles, je vous rends. Donc on n'a rien à voir avec ça. Mais quand quelqu'un veut tuer son chien, il peut l'accuser de rage. Ça ne nous regarde pas qu'il y ait des problèmes politiques en Turquie. Moi, quand je suis allé dans cette école-là, j'ai amené mes enfants dans un premier temps, j'ai sympathisé avec ses amis et donc justement, j'en suis arrivé à une situation où j'ai estimé que ce modèle est un modèle à développer, j'ai mis mes billes. Et quand le problème s'est posé, je suis allé voir le Premier ministre de la République du Sénégal, Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, voilà moi l'argent que j'ai mis dans cette école-là. Je lui ai sorti des reçus de paiement des notaires et des chèques, des photocopies de chèques que j'ai payés, pour lui dire, voilà, vous acceptez moi, citoyen sénégalais, que je mette mon argent là, des dizaines de millions, je vous dis,
dans une école et que vous allez prendre cet argent-là pour donner ça à un étranger. Vous me devez protection. Donc moi, la question de Goulen ne m'intéresse pas. Toujours est-il que 64% de votre capital appartient aussi à des étrangers, des Français. Non, mais justement, que 99% appartiennent à des étrangers, mais 1% m'appartiennent à moi. Pourquoi on devrait le prendre et le donner à un étranger? Combien de sociétés sont majoritairement dominées par des étrangers ici dans ce pays-là? Est-ce qu'on a osé prendre le patrimoine pour donner ça à d'autres étrangers? La question ne doit pas se poser en ces termes. C'est la question de la légalité. Qu'est-ce qu'on reproche à Yahou Selim, à ces Turcs-là? Rien du tout. Au contraire, c'est le ministre de l'Éducation nationale qui, interpellé, a dit que c'est l'école qui a le mieux répondu à toute la politique éducative du Sénégal. On peut revisiter les archives. C'est l'école qui donne les meilleurs résultats. Regardez l'histoire catastrophique du bac de cette année, en dépit de la controverse et de la crise qui nous a frappé cette année. Oui. On a obtenu les meilleurs résultats des écoles privées au Sénégal. Personne ne le dit. Mais nous, on va le dire. On a obtenu les meilleurs résultats, les meilleures mentions, aussi bien au bac. On a obtenu 11 citations au concours général. C'était la meilleure école privée au Sénégal. On ne l'a pas dit au concours général parce qu'on a voulu taire cela, parce qu'on ne veut pas que ce succès-là soit connu. Oui. Votre regard maintenant sur la politique éducative du Sénégal, vous me tendez la perche. C'est une question qui était prévue. Fraude, fuite, triche, menace de perturbation de l'année scolaire 2017-2018. Que pensez-vous de cette situation de l'école sénégalaise? On s'en désole. Surtout l'école sénégalaise est en train d'aller à volo. Moi, je suis un produit de l'école publique sénégalaise, comme vous autres, comme les plus autorités de ce pays-là. Nous avons bénéficié d'un système éducatif performant, de qualité. Nos parents n'ont pas eu les moyens de nous payer des fournitures scolaires ou les moindres matériels scolaires. C'est cette école qui nous a portés pour qu'on puisse devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas assister à la mort de cette école-là, sénégalaise. Ce serait dommage et regrettable. C'est quoi? C'est un problème d'homme, c'est un problème de système. Allusion au dernier remaniement ministériel, les deux ministres qui étaient en poste, Marito Ounian pour l'enseignement supérieur et Serigne Mbaye Thiam pour l'éducation nationale, sont restés, ont été reconduits. Moi, je ne peux pas dire les raisons pour lesquelles ils sont restés ou bien pourquoi ils devraient partir, mais je constate simplement que personne ne peut nier aujourd'hui qu'il y a un problème au niveau de l'école sénégalaise. Et on va l'année prochaine, au mois de février 2018, à un sommet mondial à Dakar pour le partenariat mondial sur l'éducation. Et ça fait sourire. Parce que déjà, le simple fait d'aller vers un rendez-vous aussi important pour promouvoir l'éducation, développer l'éducation, et dans le même temps, on tue une école, par exemple, le fleuron de l'éducation, c'est contradictoire. Donc, il y a un problème. Il faut oser affronter le problème et lui trouver des solutions. J'ose espérer que l'État du Sénégal sera assez lucide pour régler ces questions-là. Mais, encore une fois, je vous le dis, on est en train de prendre les choses du mauvais côté. Le nouveau gouvernement, la révolte des alliés du président Macky Sall, on pourrait peut-être l'appeler ainsi, la coalition Benno Aktanor estime qu'elle aurait dû avoir plus de postes. Des ministres qui ont été remerciés ont eu à protester sur la place publique, en tout cas à travers la presse. Au niveau de la LD, la direction de ce parti dit que la ministre qui a été reconduite n'était pas celle qui avait été choisie par le parti. Quel est votre commentaire sur ces soubresauts d'après remaniement? Mais Mamoudou, ça fait sourire des gens comme vous et moi. Parce que les revendications, les débats se retournent autour des postes, des strapontins, des positions ou peut-être une part du gâteau. Personne ne dit la politique qu'on va mettre en avant ne me convient pas. Personne ne peut dire que le fonctionnement du gouvernement ne me convient pas. On a dit on devait me donner un poste. Et la caricature la plus affirmée de cela, c'est cette déclaration que vous voulez dire des gens de la LD-MPT, qui disent oui, le ministre ne devait pas être reconduit, elle devait aller à l'Assemblée nationale pour permettre à un autre cadre du parti de prendre le poste. On ne s'interroge même pas pour savoir quel cadre du parti devrait faire mieux à ce poste-là ou quelle politique ce cadre-là va faire bien. Il faut qu'il prenne le poste. C'est la position, c'est les sinécures, c'est les avantages. C'est dommage qu'on en arrive à ça. Toutes les personnes qui hurlent dans la rue, on dit oui, j'étais ministre, on m'a enlevé du... Comme si tout le monde ne se voit qu'un destin de ministre. Comme si tout le monde ne se voit qu'un destin de ministre. Mais il faut nécessairement qu'on puisse se dire, ce pays-là, il n'y a pas que les politiques qui doivent se partager un pays. Il y a des actions qu'il faut conduire pour l'intérêt national du Sénégal. Et mais vous et moi, ou les autres qui sont dans la rue, qui a plus d'autorité ou plus de légitimité ou plus de compétences pour être ministre ou pour être ceci ou cela. Nous avons choisi de ne pas le faire, mais il ne faut pas aussi que les gens nous pompent l'air. Quelle est la responsabilité du président de la République qui nomme à tous les emplois?
civils et militaires. Mais le président de la République, c'est lui. Est-ce qu'il a une responsabilité? Mais non, mais il ne peut pas ne pas avoir une responsabilité parce que c'est lui qui prend, qui décide, qui fait les choix pour nommer des gens. Maintenant, s'il a nommé des gens qui ne sont pas à la hauteur, ou bien s'il a nommé des gens qui après qu'ils soient limogés, se mettent à hurler dans la rue, c'est sa responsabilité. Peut-être qu'il aurait pu nommer des gens qui ne hurleraient pas dans la rue après qu'ils aient fini leur fonction ministérielle. Donc c'est sa responsabilité première. Erreur de casting, vous le lui reprocherez? Non, mais bien sûr qu'il y a des erreurs de casting manifestes dans de nombreuses situations. Moi, j'ai eu à le dire. Vous-même, vous avez eu à le dire dans vos analyses, dans vos commentaires. D'autres ont eu à le dire. Mais aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a des erreurs de casting qui peuvent être faites, il y a de bons choix qui peuvent être faits, mais il suffit simplement qu'il y ait la bonne impulsion. Mais surtout qu'on puisse s'accorder sur un esprit de gouvernance. Un esprit de gouvernance, c'est quoi? C'est qu'on essaie de se dire, voilà les objectifs que nous voulons atteindre. Et ça ne manque pas. Il y a un cap qui a été fixé. Maintenant, la mise en œuvre de ce cap pose problème. Il y a des scories qui sont là, qui entourent la marche du gouvernement. Il faut avoir l'audace et le courage de les changer. J'ose espérer, peut-être que ce gouvernement qui vient de former a été dans un contexte très difficile. Très difficile. On peut pas, moi, je ne m'attendais pas à des miracles avec ce gouvernement et je l'ai déjà écrit. Avant même la formation du gouvernement, je disais non, on ne peut que reprendre les mêmes et continuer jusqu'à la prochaine présidentielle parce que je ne vois pas un chef d'État à 18 mois d'une élection présidentielle chambouler un gouvernement et sortir des hommes politiques pour mettre des technocrates ou bien peut-être ne pas consolider ses bases ou mettre des gens pour aller à la conquête d'un électorat. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça le point faible du chef de l'État? Ses alliés, sachant qu'il tient à un deuxième mandat, comme à la prunelle de ses yeux, comme dirait l'autre, aussi en profite pour faire monter les enchères. Ah ben bien sûr, on est en politique, ça peut être de bonne guerre, mais aussi c'est au chef de l'État de trouver les ressources pour s'en sortir. Qui vous dit par exemple que le président de la République va aller à la prochaine présidentielle avec ses mêmes alliés? Il peut changer d'allié, comme il peut rester dans le strict cadre de sa formation politique. On ne sait pas ce qui se passera demain. Il peut peut-être se dire, écoutez, je veux avoir les coulées franches, je veux me libérer de toute contrainte, donc il faut que je mette un Vous pensez vraiment qu'il le fera? Il peut y avoir on peut redessiner la carte politique du Sénégal. Et moi, je pense qu'il peut y avoir de profondes mutations. Avant l'élection présidentielle? Mais oui, forcément, on est obligé d'aller à ça. On est obligé d'aller à ça. Vous pensez que la prochaine présidentielle va se dérouler comme la présidentielle de 2012, là, avec des candidats qui partent de partout? Non, je ne le crois pas. Moi, je considère qu'il y aura de nouvelles alliances politiques qui vont se mettre en place. Sous quelle forme, dans quel cadre, on va voir. Mais la petite expérience que j'ai de la vie publique et politique sénégalaise m'autorise à dire qu'à la prochaine présidentielle, on peut avoir une configuration d'alliance électorale différente. Vous avez pris fait et cause pour le jeune frère du président Aliou Sall, nommé à la caisse des dépôts et consignations. Vous avez même dit qu'il aurait pu être nommé ministre dans le gouvernement. Pourquoi vous pensez devoir assurer sa défense? Non, j'ai pensé devoir assurer sa défense simplement pour une question de principe. Qu'est-ce qu'on lui reproche? D'être le frère du président de la République? Dans toutes les critiques, on n'a pas dit qu'il n'est pas compétent. Dans toutes les critiques, on n'a pas dit qu'il n'a pas fait les humanités nécessaires. Dans toutes les critiques, on n'a pas dit qu'il n'a pas l'expérience professionnelle. Dans toutes les critiques, on n'a pas dit qu'il a fait une mauvaise gestion. La seule chose qu'on lui reproche, c'est d'être frère du président de la République. Est-ce que la loi sénégalaise ne l'interdit pas? Et les prédécesseurs du président de la République du Sénégal ont eu à nommer des membres de leur famille. Et dans d'autres pays importants, plus importants que le Sénégal, autant attachés que le Sénégal à la transparence, à la bonne marche des institutions et à la démocratie, on fait de même. Pourquoi? Ceux qui le critiquent lui reprochent de cumuler déjà plusieurs choses à la fois. Non, mais de toute façon, cumuler des choses, c'est pas la plus importante critique. Et d'ailleurs, de toute façon, il a répondu à cette critique-là en disant qu'il se délaisse de certains autres mandats. Donc, je pense que cette critique-là devrait se taire. Mais je veux vous dire simplement que Aliou, vous le connaissez, moi je le connais. Vous avez eu à cheminer avec lui dans le cadre professionnel et dans le cadre social, comme moi. Nous savons que ce n'est pas un nigo. Nous savons aussi qu'il est déterminé. Mais aussi, nous avons pu savoir que son parcours professionnel a quelque part souffert de la position de son frère pendant qu'il était dans l'opposition. Il souffre de la situation de son frère dans l'opposition. Son frère arrive au pouvoir, il n'a droit à rien parce que son frère est au pouvoir. Et puis encore, quels critères on a mis en place pour nommer les membres du gouvernement et de cette société? C'était aller vers la conquête de l'électorat. Aliou Sall, il est dans quelle base? Il est à Guédiawaye. À Guédiawaye, vous ne pensez pas que Guédiawaye mérite que son responsable politique, le premier responsable politique, qui a battu à 2 fois un candidat à la présidentielle aux élections du référendum et aux élections locales, et à ces élections municipales, ne mérite pas
d'aller au gouvernement? Je pense que si. Parce que si autrement, on allait laisser le terrain vierge à l'opposition. Et le plus gros risque, c'était qu'une fronde aurait pu naître à Guédiawaye, parce que quand Aliou Sall a été recalé pour les investitures, parce que justement il était un frère du président de la République, vous avez vu des militants de Guédiawaye se soulever. Ces mêmes militants auraient pu se soulever après la formation du gouvernement ou quand Aliou Sall n'aurait plus droit à rien du tout. Mais à quelle situation allait-on assister si le président de la République est contesté même par sa propre famille qui met des militants dans la rue, même si la famille ne le demande pas, si les militants d'eux-mêmes auraient décidé de battre le macadam et de hurler contre le gouvernement du président Macky Sall. Et puis encore une fois, il y a eu tout un environnement malsain qui a été développé. Mamoudou, vous êtes un grand journaliste, vous êtes très introduit. Vous savez parfaitement de façon perfide comment certains milieux ont instrumentalisé des supposées relations tendues entre la première dame et Aliou Sall, comme si Aliou Sall n'avait droit à rien, c'était à cause de la première dame. Ce n'est pas fondé. Non, mais je ne sais pas si c'est fondé et je peux vous dire même que ce n'est pas fondé parce que pour ce que j'en sais. Alors, comment si dans cette situation-là, Aliou Sall n'a droit à rien, on va dire que oui, c'est la première dame qui n'en veut pas. Ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'on ose poser les problèmes parce que moi, je trouve qu'il faut qu'on soit juste avec les gens. Oui. Cette justice avec les gens que je revendique pour moi-même, je la revendique aussi pour les et je la défends pour les autres. Mais ce qu'on a reproché à Wade, d'avoir impliqué sa famille dans la gestion des affaires de l'État, est-ce qu'on n'est pas en droit de le reprocher à son successeur, le président Macky Sall? Non, on n'a pas reproché à Wade d'avoir impliqué sa famille dans la gestion. On a reproché à Wade d'avoir tout donné à sa famille. Son fils était ministre de tout. Son fils était ministre du ciel, de la terre, de l'eau et des mers, et du courant et de tout. Aliou Sall n'est pas encore arrivé à cela. Il serait arrivé à ça, je l'aurais dénoncé. Certains le pensent. Non, mais en quoi? Il est dans le pétrole, qu'il a des responsables politiques importants. Aujourd'hui, il est à la tête de la CDC. Il était dans le pétrole. Il était dans le pétrole avant même que son frère ne soit à la tête de l'État du Sénégal. Devait-il démissionner parce que son frère est devenu président de la République? Non, je ne le pense pas. À sa place, vous ne le ferez pas. Deuxième chose. La question ne se pose pas à mon niveau. Non, deuxième chose. Oui, deuxième chose. Voilà. La CDC dont on parle. Mais c'est quoi la CDC? C'est une entreprise publique? Un service, pas une entreprise, un service public, en quelque sorte. C'est la même chose que le poste, que le port ou ailleurs. On l'aurait nommé ailleurs, on allait dire, qu'est-ce que la CDC ne peut pas? Aliou Sall ne peut pas tout se permettre à la CDC. Encore une fois, si aujourd'hui Thierno Niane est parti, c'est parce qu'il y a un rapport de l'inspection générale des finances. Ah oui, qui a dit quoi? Oui, je vous le dis, mais la presse en a parlé. Qui a dit quoi? Si Thierno Niane est parti, il y a un rapport de la Cour des comptes qui a épinglé des actes de gestion. Disant quoi? Mais disant que ça n'a pas été conduit selon les règles de l'art. Donc le gouvernement a été obligé de changer à la CDC parce que justement, il y avait des délicatesses. Alors, donc c'est vous dire que les corps de contrôle de l'État ont fonctionné? Vous pensez que avec quelles recommandations? Parce que ces rapports sont souvent assortis de recommandations. Mais certainement. Est-ce qu'il pourrait y avoir de suites judiciaires? Mais bien sûr, parce que c'est justement parce que ces rapports-là ont fait des recommandations qu'au niveau de la CDC, une nouvelle loi a été votée cette année pour mettre en place un comité des investissements pour surveiller les investissements. Rapports qui ont dit qu'il faut déclanger des poursuites judiciaires? Non, je n'ai pas connaissance de cela. Oui. Mais des recommandations ont été faites. Dans quel sens? Je peux dire que ces recommandations ont été traduites en actes. Nouvelle loi, création d'un comité d'investissement, création d'un comité de surveillance, et aussi aujourd'hui, c'est une bonne chose qu'il y ait une polémique autour de la nomination de Aliou Sall. Ça va interpeller tout le monde. Le ministère des Finances qui assure la tutelle, les corps de contrôle de l'État seront en alerte et seront sur la position de veille, parce qu'ils vont se dire celui-là, il y a une présomption de culpabilité déjà qui l'entoure avant qu'il n'arrive. Il faut bien qu'on regarde ce qu'il va faire ici. Donc je pense que, et puis il ne faut pas sous-estimer quand même l'honneur propre de Aliou Sall. Il va se laisser entrer dans des choses qui vont éclabousser son frère et qui vont dire à ses détracteurs qu'ils ont eu raison de le contester et de le récuser. Je pense qu'il va éviter de le faire. L'histoire nous le dira. On va prendre 2 minutes pour parler de nous-mêmes, c'est-à-dire de la presse. Le code de la presse qui a été adopté il y a quelques mois. Une révolution ou un rendez-vous manqué, Madame Baldiagne, pour avoir suivi le processus? On aurait pu mieux faire. Franchement, on aurait pu mieux faire. Qu'est-ce que vous reprochez au code de la presse? Non, mais parce qu'on n'a pas été capable d'aller faire les réformes en profondeur dans ce secteur-là. Mamoudou, vous êtes patron d'une entreprise de presse. Vous trouvez normal que n'importe quel journal puisse vous dire j'ai fait un tirage de tant d'exemplaires sans pour autant qu'il y ait un institut, un organe de contrôle indépendant et libre pour le certifier? Il n'y a qu'au Sénégal que ça existe. Dans les pays organisés, ça c'est réglé. Au Sénégal, il n'y a pas un organe qui puisse réguler la publicité. On peut faire de la publicité n'importe comment et dans n'importe quel volume, dans n'importe quelle chaîne de télévision. Ça, c'est une réforme de structure qu'il faut faire. Le code a omis la publicité, la dimension publique. Non, mais je vais vous dire une chose. Il y a d'autres choses que le code a omis et qui sont fondamentales dans la gestion du secteur des médias. L'interdiction du cumul ou de la concentration
Vous avez des groupes de presse qui ont des titres beaucoup trop importants. Ça fausse le débat social. Ça, la loi, dans tous les pays normaux, c'est interdit. Vous avez des entreprises de presse qui ont des organes de communication, des titres, qui ont des instituts de sondage, qui ont des agences de publicité. Mais ce n'est pas normal dans un pays organisé. Tout ça, la presse, le code est passé à côté parce qu'on n'a pas eu le courage d'aller au fond des choses. Donc, on s'est concentré sur l'anecdotique, c'est-à-dire les conditions d'accès à la profession de journaliste au point qu'on a tué l'essentiel. Et c'est regrettable. On aurait pu trouver un meilleur code de la presse si on avait accepté de discuter au fond et de nous inspirer. Parce que vous savez, il y a des lois de la presse qui ont été conduites dans certains pays africains et même qui ont pu inspirer certains pays européens. Mais il y a des experts sénégalais qui ont participé à cela. Vous savez, Mamoudou, on a participé à des rencontres internationales, vous et moi, au cours desquelles on a discuté de ces questions-là, et des gens qui prennent référence sur les idées que proposent les gens du Sénégal. Mais cette expertise et ces compétences-là, on n'a pas voulu les utiliser, malheureusement. C'est pour ça que je dis que c'est un rendez-vous manqué. Il y a eu la question de la déprisonnalisation qui a fait débat également. Finalement, cela a été mis de côté. Est-ce qu'il faut le regretter ou il faut dire, bon, finalement, bon, voilà. Bon, enfin... on peut prendre une question comme ça, l'agiter. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, de toute façon, je trouve que plus que la déprisonnalisation, il y a des choses plus importantes pour les médias. Plus que la déprisonnalisation. Je ne crache pas sur la déprisonnalisation. C'est-à-dire les peines privatives de liberté, comme on le dit. Mais la suppression des privatives de liberté. Mais je trouve que fondamentalement, il faut une reprise en main de ce secteur-là. Mais malheureusement aussi, il faut le dire, malheureusement, il faut le dire, depuis un certain nombre d'années, on n'a vraiment pas donné l'importance nécessaire au secteur des médias pour le mettre entre des mains expertes. Ça, c'est la réalité. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un secteur laissé pour compte, on le donne à quelqu'un à qui on n'a rien d'autre à donner. Malheureusement, c'est ça aussi. Au point aussi que seulement c'est laissé pour compte que ceux qui pensent qu'ils ont l'expertise ou bien les compétences ne voudront pas le prendre. Donc ça aussi, c'est une réalité. Oui, et il y a aussi l'Union internationale de la presse francophone que vous dirigez. Un bilan, Madiambal, depuis que vous êtes quand même à la tête de cette institution, cela fait déjà 3 ans. 3 ans, oui. Je suis à mon deuxième mandat de 2 ans. Oui. Vous avez pu observer les activités de l'Union de la presse francophone. C'était une organisation qui battait de l'aile. Depuis que je suis à la tête de l'organisation, sans aucune fausse modestie, j'ai réussi à redonner à cette institution ses lettres de noblesse. Aujourd'hui, c'est l'une des organisations les plus crédibles sur le plan international. J'avais trouvé ici un déficit de gestion et des dettes que j'ai totalement résorbées et qu'aujourd'hui, j'ai même fait des placements financiers dans les banques en France. C'est connu de tout le monde, de tous nos adhérents. J'ai réussi une politique d'assainissement, j'ai réussi une politique de levée de fonds qui a été prospérante. Et aujourd'hui, vous avez pu observer par exemple à Madagascar, quand on devait renouveler le bureau, j'avais dit que je ne serais pas candidat, mais le comité international a été bloqué. On a dit, c'est Madiambal qui sera président. J'avais voulu faire autre chose de ma vie, mais les gens m'ont imposé de remplir. Les membres du bureau international ont dit, si le président Diagne ne se présente pas, nous ne serons pas dans le bureau international. C'est vous dire simplement aussi que, je le dis haut et fort, j'ai bien réussi là-bas. Et le prochain rendez-vous? On a les prochaines assises à Conakry au mois de novembre, qu'on va travailler sur le journalisme d'investigation. Nous avons aussi un symposium qu'on devra tenir en février 2018 à Ouagadougou. On a des universités d'été que nous devrons tenir au mois de juin 2018 à Marrakech. Et aujourd'hui, la semaine prochaine, nous avons un rendez-vous important au Québec avec la Fédération professionnelle des journalistes du Québec sur aussi cette dynamique de renforcement des médias. C'est vous dire que l'UPF a fait un grand chemin. Oui. On arrivait difficilement à tenir ces 10 dernières années des rencontres. Maintenant, on en tient 3 ou 4 par année. Et en plus de cela, il y a des programmes de coopération que nous développons, il y a des programmes d'échange que nous développons. Vous avez pu l'observer vous-même parce que vous avez participé à nos travaux. Je pense que nous pouvons nous en féliciter vraiment. Vous êtes en cours de 2e mandat. Êtes-vous tenté par le 3e mandat? Même un 2e mandat ne me tentait pas. Oui. On m'a mis la camisole de force. Vous faites votre dernier mandat? Non, mais non, je pense que je vais faire le dernier mandat. Ça finit en 2018 aux assises de Yerevan en Arménie, en marge du sommet de la francophonie. Mais franchement, je n'ai pas envie de faire un 3e mandat de 2 ans. Très bien.
Merci, Madame Baldiagne. C'est moi qui vous remercie, rappelle Mahmoud. que vous êtes le président de l'Union internationale de la presse francophone, président du conseil d'administration du groupe scolaire Yavuz Selim. Émission Le Grand Jury présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane, à la technique Aline Badara Ndiaye Anse. Le journal de midi, c'est dans un instant. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain, mais retenez également que notre digital manager qui gère les réseaux sociaux s'appelle Magui Koulibaly. Merci, à dimanche prochain.